Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Anne-Laure Annick et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire de présentation de l'appel à projet recherche CIP 2025, Service Intervention et Politique favorable à la santé, qui est lancé par le groupement d'intérêt scientifique IRESP. Ce webinaire se déroulera de la manière suivante. Nous allons tout d'abord vous faire une séance d'introduction qui vous permettra de resituer l'IRESP dans son environnement et dans ses attributions. Puis nous vous présenterons l'appel CIP avant de laisser la parole aux financeurs de cet appel pour qu'ils expriment leurs attentes et leurs priorités. Enfin, nous aurons un temps d'échange tous ensemble pour pouvoir répondre à vos questions. Juste avant de débuter ce webinaire, je vous informe que vous n'avez pas accès à vos micros ni à vos caméras, mais que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat de la réunion en cliquant sur l'onglet Conversation. Je vous informe par ailleurs que cette session est enregistrée et que son replay sera disponible prochainement sur notre site internet. Voilà, afin de vous présenter l'IRESP, je vais céder la parole à Valentine Trépied, qui est directrice adjointe scientifique de l'IRESP. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous voir aussi nombreux pour ce webinaire de lancement de l'appel à projet du programme Service, Intervention et Politique favorable à la santé. C'est le programme CIP à l'IRESP. Je voulais vous présenter les spécificités de notre institut qui s'appelle l'Institut pour la recherche en santé publique pour que vous puissiez le situer par rapport à d'autres organismes qui lancent des appels à projets. Alors notre institut, il rassemble 12 membres. Vous pouvez voir leur logo. Ce sont 12 membres qui ont des profils différents. Et notre organisme gestionnaire, c'est l'INSERM. Donc ça veut dire que les projets lauréats seront financés et seront conventionnés directement avec l'INSERM. Tous ces acteurs, ils mutualisent leurs moyens pour aller vers une mission générale qui est celle de développer, structurer et promouvoir la recherche en santé publique dans une logique d'articulation entre les membres que je viens de vous montrer là sur cette slide, mais aussi plus largement avec les communautés de chercheurs et les parties prenantes, que ce soit des professionnels de santé, des collectivités territoriales, des personnes directement concernées, etc. Et vraiment, l'objectif, c'est de renforcer les interventions politiques qui visent à améliorer l'état de santé et de bien-être de la population. Donc vous voyez, nous à l'IRESP, on est un organisme qui a l'interface de ces différents acteurs, les financeurs, les chercheurs et les parties prenantes. Et vraiment, on fait le lien entre la recherche, l'action et la décision. Alors, on peut passer la slide suivante, voilà. Donc à l'IRESP, on a 5 programmes, vous le voyez sur cette slide. On a le programme anti-épileptique, le programme addiction, le programme autonomie qui rassemble la recherche sur les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, le programme Messidor qui porte sur les essais cliniques innovants et les dispositifs médicaux innovants, et puis donc le programme CIP pour lequel on fait un webinaire aujourd'hui. Pour chacun de ces programmes, nous sommes particulièrement attachés à l'interdisciplinarité, à la recherche interventionnelle en santé des populations, et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vraiment un axe majeur pour le programme CIP, mais qui est transversal aussi aux autres programmes, à l'association de toutes les parties prenantes, notamment via la recherche participative, c'est vraiment la clé de voûte de nos appels à projets, et puis le lien entre la recherche, l'action et la décision, qui fait vraiment partie de notre ADN à l'IRESP. Alors pour développer la recherche sur ces 5 programmes, nous menons différentes actions qui vont donc de l'identification des enjeux et besoins de la recherche, de la gestion des appels à projets, c'est la petite case verte. On a aussi une action qui concerne l'accompagnement des chercheurs et le suivi des recherches tout au long de l'état d'avancement de leurs projets, enfin des projets des chercheurs. Et peut-être pour vous donner une indication, une fois que les lauréats conventionnent avec nous, nous leur demandons de fournir un premier rapport d'étape à 6 mois, puis à la fin de la convention, nous leur demandons un rapport final scientifique, ainsi qu'un bilan financier. Donc c'est vraiment des documents qu'on demande quand vous faites une recherche avec nous. Et pour les lauréats qui ont des projets financés supérieurs à 20 mois, on demande en plus à mi-parcours un rapport intermédiaire scientifique et financier
qui fera l'objet d'une évaluation spécifique. Donc vous voyez, on est vraiment sur un accompagnement de nos lauréats. Et puis enfin, nous avons une action qui concerne la diffusion des résultats de recherche au plus grand nombre. Et pour nous, c'est vraiment important que les résultats des recherches qu'on finance soient diffusés auprès du plus grand nombre, afin qu'ils puissent notamment améliorer les pratiques. Alors, je tenais vraiment à remercier vivement nos financeurs sur ce programme, à savoir le ministère de la Santé, l'Assurance Maladie, l'INSERM, Santé publique France. Merci pour leur soutien, parce que ça nous permet de développer la recherche sur ce champ. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur le programme CIP, mais aussi des informations sur nos actions, sur les lauréats du programme CIP, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'IRESP. Et puis, je profite de cette minute qui me reste pour remercier l'équipe du programme CIP à l'IRESP, donc Amélie et Anne-Laure, qui sont les deux chargées de mission qui coordonnent l'ensemble des actions de ce pôle et qui ont organisé ce webinaire. Tout à l'heure, Valentine, merci. Donc, on va revenir un petit peu plus sur l'appel qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir donc l'appel CIP. Alors là, on est vraiment sur un appel qui vise à soutenir les travaux scientifiques qui entrent dans le champ de la recherche sur les services, les interventions et les politiques favorables à la santé. Donc là, on est vraiment sur un champ qui regroupe toutes les actions de promotion, de prévention, de protection, de maintien ou de restauration de la santé, avec cette idée que cet appel va viser à contribuer au renforcement et à la structuration d'un champ de recherche dans notre pays qui soit compétitif au niveau européen et au niveau international. Alors, comme le disait Valentine tout à l'heure, c'est un appel qui est cofinancé par les partenaires dont vous avez des logos à l'écran. Donc, il s'agit de l'assurance maladie, de l'INSERM, du ministère de la Santé et de l'Accès aux soins et de Santé publique France. Pour cet appel, donc l'objectif général de cet appel, c'est la production de connaissances qui soient tournées vers l'éclairage des politiques publiques et la prise de décision qui soit fondée sur des données probantes, des preuves scientifiques. Alors, pour cet appel, il y a 3 priorités transversales qui ont été identifiées, dans lesquelles nous vous encourageons à vous inscrire. Donc, tout d'abord, nous souhaitons vous encourager à déposer des projets qui vont viser à préparer une intervention en santé publique ou à mobiliser la recherche interventionnelle en santé publique. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'utiliser des méthodes et des outils de la recherche dans un contexte d'action, puisque là, on parle d'interventions qui sont menées vraiment en conditions réelles auprès de populations qui sont au sein ou en dehors des services de soins. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à produire, à évaluer, à transposer des connaissances qui peuvent ensuite améliorer des interventions qui, elles, vont avoir des conséquences potentielles sur l'état de santé des populations. Autre priorité transversale, l'intégration dans vos projets de recherche d'analyse économique de type coût-efficacité, mais aussi coût-utilité, coût-bénéfice, coût-conséquence, ou bien toutes les approches qui vont viser à réduire les coûts ou à les éviter. Alors, c'est un aspect qui est relativement important, notamment dans la mesure de l'impact d'une intervention, en particulier dans le contexte actuel français, qui est celui d'une augmentation de la demande de soins avec des ressources budgétaires qui sont encore limitées. Enfin, dernière priorité transversale de cet appel, la prise en compte des inégalités sociales de santé. Donc là, on entend par inégalités sociales de santé les différences d'état de santé observées entre les groupes sociaux et donc qui renvoie à la question des déterminants sociaux dans la distribution des états de santé des populations. Alors, c'est un aspect qui ressort au fil des années comme insuffisamment pris en compte dans les projets, donc on vous encourage vraiment à le faire, que ce soit au moment du choix de la population, que ce soit au moment du choix du public cible ou des critères d'analyse de l'impact de votre intervention. N'hésitez pas, dans vos projets de recherche, à vous entourer, par exemple, de sociologues pour appuyer cette prise en compte d'inégalités sociales de santé. L'appel en lui-même, il est divisé en 3 axes. Alors, je vais rentrer dans le détail des axes dans les slides suivantes, mais vous avez un premier axe qui concerne la prévention primaire et la promotion de la santé. Un second axe qui est beaucoup plus transversal, qui concerne les services de santé et plus particulièrement leur organisation et leur financement. Et enfin, vous avez un axe 3 qui concerne spécifiquement la question de la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Alors, je profite de cette slide également pour vous indiquer à l'écran, puis on va vous le mettre également dans le chat, la liste, enfin le lien en tout cas Internet qui va vous permettre d'accéder à la liste des lauréats précédents pour pouvoir voir un petit peu les équipes de recherche que nous avons financées, les thématiques qui ont été sélectionnées également par les comités des années précédentes. Je profite également de cette slide pour vous encourager à poser dès à présent vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre en fin de webinaire.
Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des axes maintenant. Donc, sur l'axe 1, sont éligibles tous les projets de recherche interventionnelle ou projets visant à préparer une intervention de santé publique concernant la prévention primaire ou la promotion de la santé. Ce qui veut dire que tous les projets qui ne répondent pas à la définition de la recherche interventionnelle telle que présentée dans le texte de l'appel à projet, ou bien tous les projets qui concernent la prévention secondaire ou la prévention tertiaire seront exclus de l'appel à projet. Pour cet axe, 3 attentes thématiques ont été identifiées. Elles ne sont pas exclusives. Vous pouvez vous inscrire dans une d'entre elles, dans plusieurs d'entre elles, ou nous déposer un projet qui concerne une autre thématique, comme l'alimentation ou l'activité physique, par exemple. Alors, ces attentes, je vais les détailler rapidement. Il s'agit tout d'abord de la prise en compte de la question des environnements favorables à la santé, que ce soit dans leur dimension sociale et relationnelle, où là, par exemple, on peut envisager que vous déposiez un projet d'intervention en milieu scolaire pour renforcer, par exemple, les compétences psychosociales des enfants. On peut également déposer un projet sur les dimensions organisationnelles et structurelles, où là, on peut avoir un projet qui va viser à évaluer l'impact du service sanitaire des étudiants en santé, par exemple, ou bien les environnements favorables à la santé dans leur dimension physique et chimique, où là, on va pouvoir retrouver plus facilement des projets de type One Health. Autre attente spécifique sur cet axe, la question de la santé mentale, et plus particulièrement les interventions qui vont promouvoir la santé mentale en agissant sur ces déterminants, ou bien les projets qui vont prévenir l'apparition de troubles psychiques. Enfin, dernière priorité, dernière attente spécifique sur cet axe, la question du sommeil, et plus particulièrement les interventions qui intègrent le sommeil comme déterminant d'une bonne santé globale, et les interventions qui visent à réduire la dette de sommeil. Pour l'axe 2, alors l'axe 2 se situe dans un contexte de repositionnement continu des services de santé depuis une dizaine d'années, avec ce virage ambulatoire et le passage d'un système assez hospitalo-centré à un système qui place en première ligne les professionnels de soins primaires et notamment les médecins généralistes qui aujourd'hui jouent un peu le rôle de coordinateur d'un parcours de soins réussi entre la ville et l'hôpital, et puis qui endosse également le rôle de professionnels de la prévention. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que cet axe vise à soutenir des projets de recherche qui portent sur les innovations et les politiques organisationnelles, sur les nouvelles formes de coordination, de structuration des services de santé, ou bien sur les nouvelles formes de coopération territoriale en santé. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, vous pouvez déposer un projet sur la question des maisons de santé pluriprofessionnelles ou sur les communautés professionnelles territoriales de santé ou les contrats locaux de santé, les réseaux de santé, etc. Tout comme l'axe 1, vous avez des priorités qui ne sont pas exclusives, qui ont été listées. Alors, vous en avez quelques-unes à l'écran. Vous en aurez un peu plus sur le texte de l'appel. Je vous invite vraiment à vous y référer, qui vont pouvoir un petit peu vous orienter sur les projets que vous pourrez déposer. Encore une fois, ce n'est pas exclusif. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire obligatoirement dans ces priorités-là, mais nous vous y encourageons fortement. Enfin, le troisième axe, c'est un axe qui concerne spécifiquement la question des infections et d'antibiorésistance. C'est un axe qui s'inscrit dans le cadre de l'action 35 de la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et d'antibiorésistance en santé humaine, et qui s'inscrit en complémentarité avec le programme prioritaire de recherche antibiorésistance, comprendre, innover et agir, qui lui date de 2020. Alors, sur cet axe, nos attentes sont exclusives et vraiment spécifiques. Il faut obligatoirement que vos projets s'inscrivent dans ces attentes. Alors, tout d'abord, vous pouvez nous déposer un projet de recherche en soins primaires et en EHPAD avec les acteurs de la médecine de ville, et donc concernant, bien entendu, la prévention et le contrôle des infections et ou le bon usage des antibiotiques. Alors là, par exemple, vous pouvez envisager de déposer des projets en sciences humaines et sociales, ou bien des projets utilisant des bases de données de santé ou les données de la M-Santé, voire même les outils d'aide à la décision comme l'intelligence artificielle, par exemple. Autre attente spécifique de cet axe, pardon, la recherche interventionnelle en santé publique dans différents contextes, avec différents acteurs et donc dans différents secteurs. On vous a mis comme exemple à l'écran des exemples d'interventions telles que la lutte contre l'hésitation vaccinale, par exemple, ou bien une intervention auprès de généralistes pour optimiser la prescription d'antibiotiques. Donc là, on est
plus large, mais on est plutôt restrictif sur la modalité qui est une modalité de recherche interventionnelle en santé publique obligatoirement sur ce deuxième tiret. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'axe 3. N'hésitez pas à aller consulter le texte de l'appel. Il y a un peu plus de détails que ceux que je viens de vous communiquer à l'oral. Et puis, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Amélie Duché pour qu'elle vous présente les modalités de soumission des projets. Merci. Merci Anna. Donc, en effet, on encourage à déposer des projets avec plusieurs formes de collaboration. Donc, la première collaboration, c'est pluri- ou interdisciplinaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va associer, c'est l'idée d'associer différentes expertises pour atteindre des objectifs. Il est vraiment attendu un travail de co-construction entre les acteurs pour enrichir le projet et appréhender de manière plus largement les problématiques de recherche de celui-ci. Ensuite, on a les projets collaboratifs, donc qui vont réunir des équipes académiques et des offreurs de soins. Par offreurs de soins, on entend des professionnels, des professions médicales pharmaceutiques, auxiliaires médicaux, établissements de santé, les réseaux de santé, ou encore les structures de prévention, et d'autres acteurs de la santé ou du médico-social, de l'éducation, voire des responsables de l'élaboration ou de la mise en œuvre des politiques ou de programmes de santé. Ensuite, c'est surtout pour vraiment créer donc, des synergies entre les connaissances scientifiques des chercheurs et l'expérience pratique des acteurs de terrain. Et enfin, l'idée des projets participatifs, donc en associant des parties prenantes différentes tout en reconnaissant les savoirs de chacun, donc ce qui peut favoriser une meilleure prise en compte des réalités du terrain. Quelques rappels sur les critères d'exclusion de l'appel à projet. Donc, ne sont pas éligibles les projets qui vont concerner les addictions, l'accompagnement de la perte d'autonomie liée à une situation de handicap ou au vieillissement. Pour ces thématiques-là, il est préférable de se rapprocher respectivement des programmes addiction et programmes autonomie de l'IRESP. Ensuite, les projets qui concernent la prévention et la prise en charge du cancer, donc des thématiques plutôt portées par les appels à projets de l'INCa. Les projets qui traitent des infections par le VIH, SIDA, les hépatites et les maladies infectieuses émergentes, qui correspondent plutôt au projet de l'ANRS-MIE. La recherche clinique, donc les projets de la recherche, sur la recherche clinique translationnelle, infirmière, paramédicale et médico-économique qui sont éligibles au PHRC, au PRT, au PRME ou au PHRIP. Et enfin, les projets qui sont menés en totalité à l'étranger et ou qui n'entraînent pas de retombées pour la santé publique en France ne seront pas retenus. Et de manière logique et générale, tous les projets qui ne rentrent pas dans les champs des 3 axes présentés par ma collègue ne seront pas retenus non plus. Ensuite, lorsque vous déposez un projet, vous pouvez le déposer sous 3 modalités différentes, de soutien différentes. Le premier, c'est pour le projet, donc la modalité de soutien pour les projets pilotes. Donc, c'est sous la forme d'une étude préliminaire à petite échelle qui va être menée pour déterminer la faisabilité, le temps, le coût et les risques, et vraiment d'améliorer la conception de l'étude avant de le mener à plus grande échelle. Ces projets pilotes, ils peuvent également être destinés à accompagner des coopérations interdisciplinaires et inter-établissements entre chercheurs et autres acteurs pour structurer des projets de recherche communs. Le budget maximal accordé est de 100 000 € et la durée est de 18 mois. Ensuite, on a les projets de recherche complets, qui sont des projets de recherche plus avancés dans leur conception et qui s'appuient sur une démarche méthodologique maîtrisée avec des collaborations abouties. Donc là, on est sur un montant de 250 000 € maximal et d'une durée de 36 mois. Si ces projets de recherche complets portent sur s'intéresse à la recherche interventionnelle, la durée et les montants peuvent être supérieurs. Enfin, on a la modalité de soutien, donc le SMEP, pour mise en place d'un projet européen qui vise plutôt, qui est sous la forme d'un soutien extérieur en termes de préparation, de développement de réseaux européens ou d'insertion au sein d'un réseau, de complément pour les expertises, pour une aide à la rédaction du projet, dans l'objectif, in fine, de déposer dans un autre programme européen un projet qui est porté par une équipe, porté et coordonné par une équipe française. Donc là, on est sur un montant de 50 000 € et d'une durée de 12 mois. Ensuite,
le processus d'évaluation. Donc, comme vous l'avez vu, l'appel a été publié le 12 septembre. Le dépôt des candidatures est possible depuis le 20 septembre et la clôture se fera le 18 novembre midi. Donc, vous avez jusqu'à cette date pour déposer votre dossier sur la plateforme et surtout pour valider. Ensuite, s'en suivra la phase d'éligibilité administrative. Donc, j'attire votre attention sur quelques points de vigilance à avoir. D'être bien rigoureux sur le statut du coordonnateur, sur le statut des organismes gestionnaires des équipes participantes. Pour cela, vous pouvez vous référer au guide du candidat, où vous avez vraiment l'ensemble des informations qui vous est précisé. Pour remplir l'annexe budgétaire, appuyez-vous bien sur la notice budgétaire qui est aussi jointe au guide du candidat. Et ensuite, enfin, de bien veiller à la cohérence des données entre l'annexe budgétaire et le dossier de candidature que vous aurez rempli. Donc, à la suite de cette phase administrative, les projets qui ont été admissibles seront évalués lors de l'éligibilité scientifique. Donc, c'est la première réunion avec le comité scientifique d'évaluation, qui est un comité de plusieurs membres experts, donc qui sont experts dans les disciplines du champ de l'appel. J'attire votre attention sur le fait que lors de cette première phase, les dossiers de candidature sont étudiés uniquement sur la base du résumé du projet et du texte qui concerne l'adéquation de votre projet avec les axes ou l'axe de l'appel à projet. Donc, de bien être rigoureux et précis sur ces textes-là. À l'issue de pour les projets qui seront retenus scientifiquement, et donc dans le champ, il y aura une phase d'évaluation qui dure jusqu'à peu près fin mars. Et à l'issue de cette phase d'évaluation, il y aura la sélection finale, donc une deuxième réunion avec les membres du CSE pour déterminer quels projets seront recommandés au financement. On envisage une publication des résultats pour mai 2025. Et à titre informatif, les financements se mettent en place 6 mois après l'annonce des résultats. Donc, les critères d'évaluation, c'est sur 6 critères particuliers. Le premier, c'est l'adéquation du projet aux objectifs et au champ de l'appel à projet. Un second, sur la qualité scientifique et la méthode du projet. Un autre, sur la pertinence et l'innovation, sur la faisabilité, sur la composition et la qualité des équipes, et enfin sur la valorisation des résultats et d'aide à la décision. Pour déposer vos dossiers, ça se passe sur la plateforme EVA3, donc le lien sera mis dans le chat ou sinon est disponible dans le texte de l'appel ou sur notre site internet. Donc il faut cliquer sur l'espace IRESP, sélectionner l'appel à projet CIP. Ensuite, vous aurez un formulaire en ligne à compléter où là vous renseignez le nom du coordonnateur, le nom les coordonnées des équipes, le résumé du projet ainsi qu'un texte sur l'adéquation de votre projet avec l'appel à projet. Vous aurez à télécharger plusieurs documents, donc le dossier de candidature, l'annexe budgétaire et les lettres d'engagement pour l'équipe coordinatrice ou les équipes partenaires. Ces documents à télécharger sont à remplir et à intégrer dans les encarts qui sont dédiés sur la plateforme. Nous recommandons de mettre tous les documents Word en format PDF et de conserver le format Excel pour l'annexe budgétaire. Et toujours, de bien veiller à la complétude et à la signature des dossiers qui est très importante pour nous et pour la suite d'évaluation de votre projet. Je crois avoir terminé sur la présentation de l'appel à projet. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole aux financeurs et à Arnaud Sella chargé de mission santé publique à la mission stratégique et recherche à la Direction générale de la santé. Merci du coup à l'IRES de me laisser la parole. Pour commencer, donc, je voudrais quand même remercier au nom de la DGS l'ensemble des membres de l'IRES ainsi que toutes celles et ceux qui ont pris qui ont pris part au montage de cette nouvelle édition de la AAP CIP. C'est un AAP
auquel nous sommes particulièrement attachés du fait de son objectif affiché d'amélioration des connaissances sur les actions de promotion, de prévention, de maintien ou de restauration de la santé. Et ça particulièrement dans un contexte où nous devons collectivement faire face à une progression des menaces pour notre santé et notre société, que celles-ci viennent de notre environnement, notre alimentation et de leur dégradation, ou plus généralement de notre mode de vie. Elles constituent de vrais enjeux de santé publique aujourd'hui et encore plus à l'avenir. Et pour y faire face, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé publique doivent pouvoir s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles en la matière pour pouvoir déployer les interventions, les programmes les plus efficaces dans chaque territoire, qu'il s'agisse de programmes de prévention primaire ou de nouvelles stratégies de dépistage ou de repérage précoce. Nous comptons également sur les recherches en sciences humaines et sociales pour analyser les changements dans les représentations, les pratiques et dans le fonctionnement des organisations et de notre société. Et dans ces conditions, on est évidemment convaincu que la recherche en santé publique a toute sa place et toute son importance dans l'écosystème immense de la recherche en biologie et en santé, et que la bonne coordination de l'ensemble des acteurs est un des éléments clés de son développement et de sa réussite. Et c'est donc là, en fait, que se trouvent les attentes de la DGS, c'est-à-dire vraiment dans l'éclairage des politiques publiques, dans l'aide à la prise de décision et à la mise en œuvre des politiques de santé publique. Sur le fond, on va être vraiment intéressé par les projets de recherche interventionnelle entrant dans le premier axe et dans le troisième axe de cet appel à projet. Sur le premier axe, nous attendons des projets qui vont traiter de thématiques de prévention et de promotion de la santé qui ont été mises en avant dans le plan national de santé publique priorité prévention, et également en lien avec le projet de stratégie nationale de santé 2023-2033 et des déclinaisons thématiques, et des plans, déclinaisons de plans thématiques qui émanent de celle-ci. Tout ça évidemment dans une logique de continuité avec les éditions précédentes de la PCIP. On sera donc assez attentif aux projets traitant des environnements bien favorables à la santé sous une approche évidemment One Health, également sur les projets de santé mentale où on aura une attention particulière sur les projets traitant des populations les plus vulnérables, que ce soit les jeunes, les populations précaires, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap ou encore ceux placés sous main de justice. Ces projets ils devront pouvoir s'inscrire au mieux dans les objectifs de la feuille de route santé mentale et psychiatrie. On attend aussi des projets traitant du sommeil, donc comme ça a été dit avant, comme déterminant de santé, mais aussi des projets de recherche sur les thématiques alimentation et activité physique qui concourent aux objectifs du plan national nutrition santé 4 qui a été prolongé en 2024 avec un focus notamment sur l'amélioration de l'environnement alimentaire et physique et l'encouragement au comportement favorable à la santé. On attend également aussi des projets traitant donc, du service sanitaire des étudiants en santé, autant en tant que prisme d'études pour les thématiques mises en avant précédemment, qu'en tant qu'objet d'étude à part entière. Et enfin, de manière un peu plus transversale, on sera attentif à la prise en compte donc, des inégalités de santé autant que possible dans les projets de recherche, ainsi qu'à l'étude de la transférabilité des résultats de la recherche dans la décision publique. Voilà pour de mon côté. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Noémie Mercier qui travaille à la mission de prévention des infections résistantes des infections et de l'antibiorésistance, qui va vous exposer donc ses attentes et les attentes de la DGS sur le troisième axe de cet appel à projet. Merci beaucoup Arnaud. Alors du coup, moi je rejoins complètement le propos d'Arnaud. Je remercie évidemment toute l'équipe de l'IRESP qui a pu mener à bien ce projet et cet appel à projet en particulier. Donc merci à toutes les personnes engagées. Donc nous, côté DGS pour le volet prévention et contrôle des infections et de l'antibiorésistance, donc vous le savez, j'imagine, l'antibiorésistance aujourd'hui, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un enjeu de santé publique au niveau national, mais aussi au niveau international. En septembre dernier, il y avait, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, une réunion de haut niveau dédiée à la résistance aux antimicrobiens. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, un sujet qui est porté vraiment de façon très mise en avant sur la scène internationale. Et donc du coup, moi, là, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de l'axe 3 de cet appel à projet, donc qui
qui est vraiment centré sur l'antibiorésistance. Donc cet axe, enfin cet appel à projet et cet axe 3 en fait s'inscrivent dans deux grands plans et feuilles de route au niveau de la DGS. Donc d'abord, ça s'inscrit dans la feuille de route interministérielle qui est parue le 11 septembre dernier et qui est dédiée à la prévention et à la réduction de l'antibiorésistance, avec notamment un volet dédié à la recherche. Et puis, pour la santé humaine, cette recherche, elle apparaît également au niveau de l'action 35 de la stratégie nationale de prévention de l'infection et de l'antibiorésistance, avec le soutien de projets de recherche en soins primaires. Donc concrètement, quelles sont nos attentes? Donc nous, on va être sensible à tous les projets sur la recherche en soins primaires et en EHPAD, et avec des projets qui se font avec et pour les acteurs de la médecine de ville. Donc ça peut être des projets au niveau sciences humaines et sociales, sur l'utilisation des données, des sciences des données ou d'outils d'aide à la décision. Et puis, deuxième volet aussi sur lequel on va être très sensible, ça va être tout ce qui va être les projets de recherche interventionnelle en santé publique, qui explorent en fait des nouvelles pistes d'action au niveau interprofessionnel. Donc, soit au niveau des maisons pluridisciplinaires de santé ou soit des CPTS. Voilà un petit peu nos attentes côté DGS mission ministérielle. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Voilà, tout d'abord, un grand merci à l'équipe IRESP pour m'avoir invité pour cette présentation. Donc, je suis Julius Kem, je suis à la direction de la stratégie des études et des statistiques à la Caisse nationale d'assurance maladie. Et nous, en tant que à la CNAM, en tout cas, depuis 2007, on est membre financier pour l'appel au projet organisé par l'IRESP. Et donc, depuis près de 20 ans, on a un soutien de la recherche de santé publique organisée par l'IRESP. Si on peut passer aux slides suivantes, s'il vous plaît. Voilà, donc concrètement, la CNAM s'intéresse notamment sur les axes 1 et 2, la prévention primaire et promotion de la santé, premièrement, et les services de santé, organisation et financement. Et en moindre mesure, même si c'est aussi très intéressant, la partie prévention des infections et de l'antibiorésistance. Vous savez que ce qui est intéressant avec les dispositifs de l'IRESP, c'est que ça permet de réunir des équipes pluridisciplinaires, ce qui est difficile à notre niveau au CNAM, puisque la CNAM, même si on a aussi à notre échelle des équipes de chercheurs, je pense par exemple à l'équipe EPIFRA qui travaille avec l'ANSM sur des études épidémiologiques, on n'a pas les moyens d'organiser des équipes pluridisciplinaires, donc d'où l'intérêt de financer ce genre de projets qui permettent de mettre en collaboration différentes équipes. Et voilà. Après, on a aussi une activité où on met à disposition des données issues du SNDS pour un grand nombre de projets scientifiques pour les organismes internes et externes. Mais encore une fois, c'est pas en tout cas, le dispositif de l'IRS permet ici de mobiliser un grand nombre de collaborateurs d'horizons divers, et c'est ça qui est intéressant. Donc, pour être plus concret, si on passe au slide suivant, je peux vous lister un certain nombre de projets qu'on a identifiés. Bien évidemment, ce n'est pas exclusif parce qu'il y a énormément de projets qui nous intéressent en soi en tant que Caisse nationale d'assurance maladie. Mais si, par exemple, si on prend l'axe 1, la prévention primaire et promotion de la santé, on s'intéresse, entre autres, bon, vous savez, la CNAM organise plusieurs campagnes de dépistage sur plusieurs thèmes. Et en fait, on souhaiterait en fait une augmentation du taux de nos scores de nos diverses campagnes de dépistage. Et donc, on ne sait pas trop comment améliorer les scores. Donc, ce serait intéressant d'identifier des freins et des leviers permettant d'améliorer ces scores de dépistage. Ça, c'est un aspect qu'on peut traiter. Notre sujet qui nous intéresse, c'est d'étudier le lien des causes et effets entre diverses pathologies, permettant d'anticiper en fait la prévention primaire
Par exemple, il y a une pathologie cardiovasculaire, mais qui peut aussi accroître la dégradation générale de santé d'une personne. Et donc, on peut faire des combinaisons de diverses pathologies pour anticiper, en fait, les mesures préventionnelles permettant d'organiser des campagnes de prévention et de promotion de la santé autour de ces combinaisons de pathologies. Sinon, troisième point qui peut être, qui a déjà été abordé en quelque sorte dans cette présentation, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus à l'axe santé mentale pour les jeunes. Si on se réfère au dernier rapport de charge des produits publié par la CNAM, on a noté une forte augmentation des troubles psychosociaux, psychiatriques chez les jeunes, notamment des filles entre 12 et 25 ans. Et donc ça aussi, ça fait partie d'un des axes qui pourrait être intéressant à exploiter dans le cadre des appels au projet 2025. Si on passe à l'axe 2, services de santé, organisation et financement, on a mis en place des structures, des CPTS, donc des communautés professionnelles territoriales de santé, et des MSP, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et l'idée ici, en fait, c'est de réaliser un bilan de comparaison entre avant la mise en place de ces structures-là et après la mise en place de ces structures en termes de qualité de prise en charge des patients. Donc, ça pourrait être intéressant d'analyser plus d'indicateurs de prise en charge de ces patients-là. Après, une autre idée, c'est que étudier de l'adaptation de nos diverses formes d'organisation pluridisciplinaires face au vieillissement de la population. Par exemple, étudier l'articulation entre le rôle entre un infirmier, des aides-soignants, des auxiliaires de vie, etc., permettant en fait de construire un modèle efficace et efficient, pluridisciplinaire, pour mieux prendre en charge des personnes âgées, en fait. Voilà. Et après, aussi une autre idée intéressante, je pense, c'est ce qu'on pense en tout cas, c'est de réaliser des enquêtes, par exemple, sur dans quelle mesure le personnel dans des structures de santé, les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants, sont en capacité de remplacer le médecin sur certaines tâches. Par exemple, c'est comme par exemple une sage-femme qui assiste sans présence du médecin à un accouchement. Dans quelle mesure est-ce que le personnel est suffisamment formé pour faire ce genre de travail? Quel est leur degré de motivation? Ça pourrait être intéressant d'exploiter ce sujet-là pour après adapter les formations, voir si le médecin peut prendre en charge davantage des tâches ou au contraire, ce sont plutôt des infirmiers, des sages-femmes, des soignantes, etc., qui peuvent prendre en charge ces tâches-là. En tout cas, c'est aussi un sujet qui pourrait être intéressant à exploiter. Et enfin, on l'a mis en troisième, c'est aussi l'axe 3, donc la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Là, c'est plutôt à une échelle plus macroéconomique. On sait que la France a depuis longue date, en fait, une consommation relativement importante des antibiotiques par rapport aux autres pays voisins, donc les voisins européens, mais pas uniquement européens. Sauf que ce serait intéressant de faire une analyse, et c'est là où c'est intéressant des équipes pluridisciplinaires, d'avoir des approches sociologiques, culturelles, etc., et financières. Pourquoi la France continue toujours à prescrire, malgré les diverses campagnes de communication, pourquoi la France continue toujours à prescrire plus d'antibiotiques relativement par rapport aux autres voisins européens? Donc, ce sont quelques idées. Bien sûr, elles ne sont pas exhaustifs, mais je pense que ça peut alimenter la réflexion et donner des pistes pour orienter la sélection des projets financés, entre autres, par la CNAM et les autres membres du GIS. Voilà. J'espère avoir été suffisamment clair et succincte. Et je remercie encore vivement l'équipe pour cette présentation, pour cette invitation. Merci.
Merci beaucoup à vous pour vos présentations. Je vais laisser la parole à Valentine avant de commencer les questions. Oui, merci beaucoup à vous tous d'avoir présenté vos priorités en tant que financeurs. Je voulais rappeler le soutien fort à cet appel à projet de l'INSERM et de Santé publique France qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais ils s'en excusent. Peut-être pour vous resituer les priorités au niveau de l'INSERM, mais plus particulièrement pour l'Institut en santé publique. Je dirais que toutes les thématiques citées sont importantes. Il y a un fort intérêt pour les interventions pluridisciplinaires et puis un grand intérêt aussi pour l'apport des sciences humaines et sociales dans les projets déposés. Et enfin, toujours pour l'INSERM, la recherche interventionnelle et l'évaluation de ces interventions est vraiment primordiale pour ce financeur. Et du côté de Santé publique France, les enjeux traités plutôt dans l'axe 1, et en particulier les questions relatives à la prévention et à la promotion de la santé, voilà, sont vraiment des priorités pour cet établissement. Et puis aussi, bien sûr, tout ce qui est lié à la recherche interventionnelle sont des sujets très importants pour Santé publique France. Voilà, je te repasse la parole, Amélie. Merci. Donc, on va pouvoir passer au temps de questions et de réponses qui ont été posées en chat. Merci. Alors, je vais reprendre, je vais lire un petit peu les questions. Déjà, merci à tous parce qu'il y a énormément de questions. Alors, je le dis tout de suite, on va essayer de répondre au maximum de questions. En revanche, si on ne répond pas à toutes les questions, c'est soit par défaut de temps, soit sinon c'est parce que ce sont des questions qui sont peut-être un peu trop spécifiques. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter par email à notre adresse générique. On va vous la remettre aussi dans le chat. Et là, on pourra vous y répondre par email à la suite de ce webinaire. Donc, la première question que l'on a reçue est la suivante. Est-ce que la recherche implémentationnelle, à savoir donc les conditions de déploiement d'interventions efficaces, est-ce que cette recherche fait partie du champ de l'appel à projet, notamment au sein de ces axes 1 et 3 ? Oui, alors la recherche implémentationnelle, elle fait partie du champ de l'appel. Pour ça, vous pouvez vous référer à l'encadré sur la recherche interventionnelle en santé publique qui est dans le texte de l'appel, où il est bien mentionné que l'implémentation est compris dans cet appel. Après, on vous invite fortement à vraiment expliciter et à argumenter vraiment le rattachement de votre projet avec la définition qui est dans le texte de l'appel, qui est très important en fait au moment de l'évaluation de votre projet pour les membres du jury. Je compléterai juste en disant qu'effectivement, on a une définition qu'on a voulu extrêmement large, justement pour qu'il y ait un maximum de projets qui puissent s'y intégrer. Et donc, ça couvre effectivement jusqu'à ce champ-là de déploiement. Question suivante. Est-ce qu'un projet basé sur l'exploitation secondaire d'une base de données déjà constituée est possible, notamment en axe 3 ? Je veux bien répondre. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible et même encouragé. Voilà, s'il y a déjà une base de données qui correspond à votre recherche, bien sûr que vous pouvez l'exploiter. Tout à fait. Merci. Autre question pour Mélanie cette fois-ci. Je travaille pour la FEMASIF, qui est la Fédération des maisons de santé pluriprofessionnelles de santé. Certaines de ces maisons de santé pluriprofessionnelles de l'Île-de-France sont labellisées MSPU. Peuvent-elles être porteuses de projets, les maisons de santé pluriprofessionnelles étant très actives dans la prévention et dans la prise en compte des inégalités sociales de santé? Mélanie, je te laisse répondre. Alors, je suis désolée, moi, les acronymes, je ne les connais pas tous très bien, MSPU, mais alors, je sais que tout dépend du statut de la maison de santé pluridisciplinaire. Ça, je vous renvoie plutôt directement vers le guide du candidat, vers les pages 10, 11. Vous allez voir, il y a tout un tableau où il y a, en fonction du statut de l'organisme gestionnaire, s'il peut être coordinateur, financé ou non. Voilà, et puis il est aussi important de revoir aussi le statut du porteur. Voilà, c'est des éléments qui sont vraiment dans le guide du candidat. Donc,
Voilà, après, si vous avez une question particulière sur votre statut, vous pouvez bien sûr nous le renvoyer par mail, mais là, la question, elle est pas assez précise pour que je rentre dans le détail. Merci. Question suivante. Notre projet serait une mise en réseau de plusieurs équipes internationales et nationales, mettant en place des interventions semblables, prévention, santé mentale notamment, afin de mettre en commun nos stratégies d'évaluation et de déploiement. Est-ce que cela entre dans le cadre de l'appel à projet CIP? Amélie. Alors, vous pouvez avoir des partenaires internationaux, mais ces équipes donc internationales ne peuvent pas être financées. Donc, elles peuvent être incluses dans le projet, mais pas financées. Vraiment, l'équipe porteuse doit être une équipe française. Et aussi, les retombées scientifiques de votre projet doivent être des retombées scientifiques qui concernent la santé publique en France et non pas à l'étranger. Merci. Mélanie, une question pour toi. Est-ce qu'une association de loi De loi 1901 peut être une équipe collaboratrice? Alors oui, tout à fait. Donc je vous renvoie encore, hein, vraiment, les informations sont dans le guide du candidat, mais alors attention pour les associations, il y a des conditions un peu plus particulières. Il faut avoir une mission de recherche ou être d'utilité publique et aussi avoir une bonne santé, financière. Ça, c'est des choses qui vont être regardées. Vous allez voir, il y a toute une description sur les documents à nous fournir pour, les associations. Par ailleurs, là, je crois pas que j'ai vu la question, mais je vais du coup, aller un peu plus loin. Pour tout ce qui est structure privée, par contre, faites attention lorsque vous faites une demande de financement de ne pas dépasser 80 du budget pour l'équipe, voilà, qui a cette structure privée. Merci. Question pour Valentine. La thématique des violences faites aux femmes ou subies par les professionnels de santé serait-elle éligible à l'appel? Amélie ou Anne-Laure, vous voulez répondre? En fait, c'est un peu difficile de répondre parce que là, on a juste, si vous voulez, en une phrase, vous nous dites votre projet, mais on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière le projet. Mais comme ça, la thématique, bien sûr, elle est tout à fait éligible à l'appel CIP. Après, voilà. Encore une fois, nous, si vous voulez, c'est pas nous qui évaluons les projets de recherche. On met en place un comité scientifique qui s'appuie sur des évaluations externes pour donner un avis sur les projets qui ont été soumis. Donc nous, c'est pas nous, enfin voilà, c'est pas nous qui allons donner un avis scientifique sur vos projets. Nous, on est plutôt là pour faire que le cadre soit respecté, le cadre méthodologique, je dirais, de l'évaluation de projet soit respecté. Donc c'est un petit peu compliqué en fait de rentrer dans le cœur de projet. Voilà, quand vous nous dites est-ce que cette thématique-là est financée ou pas, a priori oui, mais encore une fois là sur ce que vous venez de nous soumettre, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc mais a priori comme ça, oui, voilà. Voilà. Après, oui, voilà, n'hésitez pas sinon à nous contacter par mail. On a mis l'adresse dans le chat avec plus d'éléments pour vous apporter une réponse plus précise. Tout à fait, oui. Une question suivante. Est-ce que dans l'axe 1, mais également dans l'axe 3, en termes de recherche interventionnelle, ne sont attendus que des essais cliniques randomisés? Amélie. Alors, on ne finance pas, ça fait partie d'un des critères d'exclusion, on ne finance pas les essais cliniques. Voilà, pour la recherche clinique, on vous renvoie vers les projets, comme je citais, qui sont éligibles au PHRC, PRT, PRME. Voilà. Question portant sur l'axe 2, sur les travaux concernant les MPS. Pouvons-nous faire des recherches sur les missions de santé publique prévues par l'ACI, qui est l'atelier chantier d'insertion, et notamment sur les articles 51 aussi? Bon, là, c'est pareil. A priori, comme ça, oui, il n'y a pas de... Sur les ACI, c'est pas exclu l'appel à projet, au contraire. On est plutôt sur un dispositif d'accompagnement des personnes en réinsertion, si j'ai bien compris. Donc le projet comme ça, voilà, de ce que j'en lis là, ça me paraît tout à fait éligible. Et bien sûr, sur les articles 51, oui, on a vraiment une dimension de l'évaluation des interventions qui est mise dans cet appel à projet. Donc ça rentre tout à fait dans ce cadre de l'appel à projet.
Ouais, effectivement, l'article 51, avec toutes les expérimentations qui ont vu le jour ces dernières années, c'est un terrain de recherche qu'on encourage vraiment. Il ne faut pas hésiter à s'en saisir, en tout cas, parce qu'il y a au moins une centaine d'expérimentations qui sont terminées, sur lesquelles justement vous pouvez déposer vos projets de recherche. Nous avons une question concernant les thèses et les doctorats. Est-ce qu'un travail de doctorat en santé publique portant sur l'évaluation de la mise en œuvre d'un parcours de soins innovant en soins primaires et promotion de la santé, actuellement en cours d'expérimentation, peut faire l'objet d'un financement dans le cadre de cet appel à projet? La première question, on va d'autres sur cette question-là. Est-ce que Amélie, tu peux Je peux... répondre? Est-ce qu'un travail de doctorat Ah pardon. en santé publique portant sur l'évaluation de la mise en œuvre d'un parcours de soins innovants en soins primaires et promotion de la santé, actuellement en cours d'expérimentation, peut faire l'objet d'un financement dans le cadre de cet appel? Alors, de manière générale, sur cet appel à projet, on ne finance pas les thèses à proprement dites. Il faut que la thèse s'inscrive vraiment dans un projet de recherche. Donc, si elle fait partie du projet, oui, ça peut passer sur le financement. Mais si c'est vraiment juste une thèse, non. C'est ça, il n'y a pas de contrainte après, lorsque vous faites la demande de financement, de mettre un poste de doctorat ou de post-doctorat, c'est accepté. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus un appel pour des subventions doctorales, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut peut-être bien distinguer. Je ne sais pas si... N'hésitez pas à nous faire un petit mail si vous voulez qu'on soit plus précis sur ce point-là pour plus d'explications, mais voilà, il faut bien faire cette distinction-là, en fait. Merci. Autre question, y a-t-il un nombre minimum d'équipes attendues? Alors, il n'y a pas de minimum d'équipe, hein. Il peut y avoir une seule équipe qui est l'équipe coordinatrice. Il y a un nombre, par contre, maximal d'équipes qui est au nombre de 10. Et pareil, dans chaque équipe, le nombre de chercheurs, enfin de personnes est illimité. Mais pour cela, toujours, je vous renvoie au guide du candidat qui est assez complet et vous pouvez retrouver vraiment toutes ces informations. Autre question, confirmez-vous qu'une étude pilote préparatoire à une étude interventionnelle de prévention est possible en établissement de santé? Valentine, souhaites-tu répondre? Oui, donc on finance bien des études pilotes dans le cadre de cet appel à projet. Vous verrez dans l'appel à projet, on a mis en avant les différentes modalités de soutien. Et donc, les modalités de soutien des projets de recherche pilote consistent à financer une étude préliminaire à petite échelle menée afin d'évaluer et déterminer la faisabilité, le temps, le coût et les risques, et d'améliorer la conception de l'étude avant de mener un projet similaire à plus grande échelle. Voilà, je viens de vous lire ce qu'on entend par étude pilote dans l'appel à projet. Donc ça rentre, ça répond a priori à votre question. Oui, on finance bien ce type d'études. Juste pour apporter un petit complément, parce que je pense que c'est une question qui concerne l'axe 1, dans lequel effectivement sont exclus les projets qui ne répondent pas à cette modalité de recherche interventionnelle en santé publique. Pour les projets de pilote, les projets qui visent du coup à préparer une intervention sont éligibles. Il faut bien nous démontrer que cette étude pilote vise ensuite à se poursuivre par un projet de recherche complet qui, lui, sera un projet de recherche interventionnelle. Il faut quand même qu'on voie vraiment cette dimension recherche interventionnelle, préparation de la recherche interventionnelle. Autre question, vous avez dit que le VIH, les IST et les hépatites étaient exclus, mais qu'en est-il d'une intervention en santé sexuelle plus largement? Valentine? Oui, c'est tout à fait possible. Oui, pas de restriction à ce niveau-là. Est-ce qu'un premier retour est fait au projet qui ne passe pas les premières étapes de validation administrative et scientifique? Alors oui, après chaque phase d'éligibilité, il y a un courrier notification qui vous est transmis pour vous informer si vous êtes retenu ou non, et surtout qui est argumenté. Voilà. On vous donne les raisons de... Ouais. Pardon, Amélie. Vas-y. Vas-y. Non, je voulais juste dire, c'est vrai que la phase d'éligibilité administrative,
Voilà, on a décrit dans le guide du candidat, encore une fois, ce qu'on attendait. Alors faites bien attention, il faut bien que les documents qu'on demande signés, comme les engagements, soient bien signés par l'ensemble des parties. Il y a aussi les organismes gestionnaires qui doivent signer, ainsi que voilà, les porteurs de projets, les équipes partenaires. Et puis aussi les annexes financières aussi doivent être signées par les organes gestionnaires. Voilà, c'est des éléments, vous allez voir, comme d'autres aspects du dossier, voilà, mais la bonne complétude aussi, voilà, des dossiers font partie bien sûr de l'éligibilité administrative et ça fait partie, ça peut être des critères pour d'exclusion en fait d'un projet. Donc je sais que ça peut être des fois un peu compliqué, mais d'avoir une exclusion pour une éligibilité administrative, mais c'est pour l'équité entre les différents projets qui sont déposés. Peut-être avant de passer à la question suivante, on a une précision concernant les ACI, qui sont en fait les accords conventionnels interprofessionnels. Donc voilà, c'est un peu la difficulté des acronymes. Donc oui, oui, tout à fait, ça s'inscrit dans le cadre de cet appel à projet. Tout à fait. Voilà. D'accord. Merci Valentine. Autre question, pourquoi avez-vous réduit cette année le calendrier de l'appel par rapport aux années précédentes? Alors, Vas-y. on a avancé le calendrier, mais normalement, les durées sont les mêmes. Juste avancé, voilà, pour pouvoir, pour pas que ça se... Notamment pour avancer le délai le mois d'annonce des résultats, parce que vous savez qu'après, voilà, une fois qu'on a les lauréats, on fait toute une partie sur le conventionnement, et c'est vrai que quand on arrive à juillet-août, c'est souvent une période assez compliquée pour faire le conventionnement. Donc ça permet au moins d'avoir le mois de juin pour voir quand est-ce que vous voulez démarrer votre projet et voir si c'est réalisable voilà, dans le mois ou passer carrément à septembre-octobre après. Voilà, Oui, je voulais rajouter que c'est pour éviter que ça se chevauche aussi avec d'autres appels à projets. aussi, tout à fait. Donc la phase d'évaluation a été un petit peu réduite, mais en revanche, la phase normalement de soumission pour les porteurs est restée la même. On a juste décalé la publication, on l'a fait plus début septembre plutôt que début octobre l'année dernière. On était un petit peu en retard l'année dernière, c'est plutôt ça. Et voilà, effectivement, après, comme disait Mélanie, pour vous permettre d'avoir une réponse un petit peu plus tôt. Quelle est la différence entre coordinateur de projet et porteur de projet? Alors, c'est la même chose, c'est vraiment la personne qui est référente du projet et laquelle on échange et qui est responsable du bon déroulement du projet et de la bonne cohésion après au sein de son déploiement et de sa réalisation. Dans vos critères d'évaluation, vous parlez de critères de pertinence et d'innovation. Qu'entendez-vous par pertinence? C'est pertinence au regard des enjeux pour la santé publique et puis pertinence au regard des enjeux pour la recherche. Voilà, peut-être préciser qu'on est vraiment dans un appel à projet de recherche. Donc voilà, c'est sur ces deux dimensions-là. Est-ce que cet appel à projet propose une disposition dérogatoire permettant à un titulaire de diplôme d'État de docteur en médecine, mais pas encore PhD, d'être coordinateur? Amélie. Alors non, pour candidater, il faut vraiment avoir un doctorat de recherche. Merci. Une personne peut-elle être coordinateur de plus d'un projet déposé, 2 projets dans 2 axes différents? Pouvons-nous déposer également, c'est une autre question qui rejoint la précédente, pouvons-nous déposer plusieurs projets à cet appel à projet? Valentine, je peux redire la question, je ne sais pas si j'ai été très claire. Une personne peut-elle être coordinatrice de plus d'un projet déposé? Par exemple, 2 projets dans 2 axes différents. Ou pouvons-nous plus largement déposer plusieurs projets dans cet appel? Bah, je peux répondre du coup. Oui, c'est tout à fait possible de déposer plusieurs projets dans différents axes. Cependant, on attire votre attention qu'il faut, si vous êtes lauréat, parce que voilà, on ne sait jamais si vous avez la chance d'être lauréat de plusieurs projets, il faut pouvoir faire les projets, par contre. Voilà, il faut pouvoir avoir le temps nécessaire pour réaliser les projets. Est-ce qu'on peut postuler pour un projet de recherche en santé publique dans un pays du Sud? Alors, il faut bien faire attention que, comme on l'a dit précédemment, les résultats de votre projet, il faut que les retombées
il faut qu'il y ait des retombées scientifiques pour la France. Et de plus, pour le statut du coordinateur, il faut que le coordinateur réside en France et une activité de recherche. Donc voilà, ça dépend du projet, mais si c'est vraiment un projet pour une problématique dans un pays du Sud et qui va répondre euh, à une amélioration, mais dans le pays ou envers la population de ce pays, non, ça rentre pas. Faut vraiment que ça peut être une étude comparative avec ce pays, mais vraiment que les retombées scientifiques se concernent la France. Peut-être ce qu'on peut rajouter, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, quand il y a une équipe étrangère aussi. Alors comme là, la question elle est assez vague, hein, je ne sais pas trop quel est le projet que vous voulez mener, mais quand il y a une équipe étrangère, donc elle peut être partenaire, il n'y a pas de souci, mais par contre, elle ne peut pas demander de financement. Voilà. Et tout ça est bien inscrit dans le guide du candidat, voilà, si vous voulez plus de précision à ce niveau-là. Merci. Autre question, je souhaiterais savoir si un projet mené chez les étudiants sur l'effet d'un complément alimentaire ou de l'activité physique peut être considéré comme de la prévention primaire. Il y aurait études de paramètres psychologiques, physiologiques et sociologiques. Oui, bah, bon, de toute façon, on va toujours vous dire la même chose, c'est que c'est difficile de se prononcer là juste sur quelques lignes. Mais comme ça, oui, bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet, a priori, mais il faudrait qu'on puisse lire en détail le projet. Mais là, oui, je vois pas de... Bon, comme ça, je vois pas de restriction, voilà. Voilà, je vois qu'il y a d'autres questions aussi qui sont vraiment spécifiques. On a sur les éléments cardiovasculaires, l'AVC, etc. C'est pareil, ça va être un petit peu toujours la même réponse qu'on va vous faire. Je vois, alors juste une petite question. Donc Rebecca, tu peux aussi, n'hésite pas à compléter oui. si besoin. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, alors on ne pourra pas répondre aux questions très spécifiques. Par contre, il y en a peut-être une que j'ai vue. On a parlé de financement après la production des résultats. Après, je vais faire une réponse. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne question. Donc, doit-on faire l'avance budgétaire? Alors, donc après, lorsque vous êtes lauréat, effectivement, il y aura une mise en place d'une convention avec votre organisme gestionnaire, si celui-ci n'est pas INSERM, ou alors c'est un courrier notification qu'on fera directement avec l'INSERM. Donc, il y a 2 types d'actes attributifs juridiques. Et du coup, effectivement, on fait des versements en 2 fois, en 2 tranches. Une fois, donc le premier versement se fait au début lors de la signature après émission d'une facture par l'organe gestionnaire, donc qui est à 80% du budget demandé. Et ensuite, un dernier versement, c'est au solde, effectivement, et c'est à la remise des bilans, donc des bilans scientifiques finaux et des bilans scientifiques et financiers finaux. Donc là, effectivement, ça se fait sur justificatif en fait de l'utilisation des crédits qu'on vous a alloués. Donc effectivement, il y a une avance pour le solde, pour les 20% du solde. Je ne sais pas si Rebecca, tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est très clair, je pense. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement, il faut anticiper une avance de la part de l'établissement gestionnaire du projet. Et du coup, peut-être je peux en profiter. J'ai la main. Voilà, moi je vous conseille de bien lire aussi tous les attendus toutes les attentes qui sont mises dans la convention par rapport justement à ces bilans intermédiaires, les bilans finaux qui sont demandés. On demande aussi de participer et en tout cas de répondre lorsqu'on a besoin de vous solliciter pour connaître l'avancement du projet ou aussi faire des interventions auprès des financeurs, par exemple, pour présenter votre projet. Donc tout ça, c'est important. Je pense que vous soyez bien au courant de ce qu'il y a dans cette convention de financement. Merci. Je vais apparaître une autre question sur le formulaire en ligne qui est à compléter. Est-il disponible sous format Word afin de le préparer en amont avant de le compléter en ligne? Alors, il n'est pas téléchargeable. En revanche, lorsque vous allez vous rendre sur le site et vous inscrire, vous allez pouvoir voir les champs
Et après, restez en mode brouillon avant de le compléter. Comme ça vous donnera une idée des champs qui sont à remplir. Mais vraiment le formulaire en ligne, c'est, uniquement, les coordonnées du coordonnateur, les équipes partenaires, dans quel champ, enfin dans quel axe vous allez vous inscrire, le résumé qui sera renseigné, ainsi que le texte sur l'adéquation de votre appel, avec le champ, de votre projet pardon, avec le champ de l'appel. Et peut-être après, vous faisiez référence au document, peut-être la dossier de candidature sous format Word. Il est disponible sur notre site internet, sur la page de l'appel à projet, CIP. Merci. Je vois une question qui concerne les projets européens. Peut-on avoir un seul porteur qui assure la coordination? Alors, la réponse est oui. En fait, cette modalité de soutien aux projets européens, elle est vraiment. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de soutenir la recherche française et de la porter au niveau européen. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait vraiment un porteur français, une équipe française. En tout cas, il faut que le projet, à terme, s'il est sélectionné par la Commission européenne, soit coordonné par une équipe de recherche française. Et ce n'est pas un souci pour que derrière, à ce niveau-là, il y ait des équipes étrangères, justement, sur ce projet. Alors moi, je veux bien répondre. J'ai vu qu'il y avait une question concernant un projet visant à créer un outil de prédiction du risque cardiovasculaire afin que les médecins puissent donner la prise en charge appropriée pour prévenir les événements cardiovasculaires. Et donc, est-ce que ce projet peut-il être considéré comme de la prévention primaire et s'il est pertinent pour l'appel à projet de recherche? Je voulais juste préciser qu'on est vraiment sur un appel à projet de recherche et on ne finance pas en fait des interventions qui visent à mettre en place un outil particulier ou un dispositif, par exemple numérique particulier, pour recueillir par exemple des données de santé. Donc c'est vraiment voilà, les informations que je peux vous donner. A priori, là, de ce que je lis de ces quelques lignes, le projet ne rentrerait pas dans le scope de l'appel à projet. Après, il y a une question concernant la définition de l'intervention. Donc là, je vous recommande d'aller voir vraiment l'appel à projet avec toutes les définitions qu'on a sur les interventions. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est pas assez clair à la lecture de l'appel à projet et à nous poser des questions plus précises. Mais vraiment, je vous renvoie vers notre texte. Alors après, il y a une question sur est-il pertinent de mentionner les participations aux anciens appels à projets et de préciser spécifiquement les nouveautés apportées. Par exemple, refus l'année dernière avec des expertises positives. Donc oui, tout à fait, hein, vous pouvez l'inscrire, le mentionner dans votre réponse. On a une question aussi, peut-on consulter l'historique des anciens appels à projets pour cerner les critères d'éligibilité et avoir une idée du périmètre des sujets? Donc là, vraiment, je vous redirige sur le site de l'IRESP. Vous allez avoir donc la liste des lauréats de l'appel à projet, notamment 2023. Mais on ne met pas les noms reçus. Voilà, il n'y a que la liste des lauréats. Par contre, faites attention parce que d'une année à l'autre, le périmètre peut légèrement être modifié quand même. Donc, c'est pas parce qu'une année, il y a pu avoir tel lauréat sur tel sujet que l'année d'après, le projet reste toujours éligible rentre dans le périmètre. Il faut faire attention parce que voilà, il y a quand même des modifications qui sont faites d'une année à l'autre. Voilà. Je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout. Je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à beaucoup de questions. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous, à consulter le guide du candidat, où il y a beaucoup d'informations, à retourner dans le texte de l'appel aussi, notamment pour tout ce qui est scientifique, thématique, et puis à nous contacter directement sur notre adresse générique. On essaye en tout cas d'être le plus réactif possible. Et voilà, et au plaisir de tous vous retrouver, en tout cas de lire prochainement vos projets pour cet appel CIP, et bonne chance à tous dans vos soumissions. Merci encore pour votre présence.